Le Jardin du Diable est un film que j'adore. Je considère que c'est un des 2 ou 3 meilleurs westerns d'Hathaway, un des 2 meilleurs westerns d'Hathaway, un de ses meilleurs films de la décennie, et un des chefs-d'œuvre du genre. Pourtant, à l'époque, c'est un film qui a été considéré comme une œuvre courante, habile, mais sans originalité. Alors, Le Jardin du Diable est aussi un de ces scénarios de Frank Fenton, excellent scénariste, excellent dialoguiste. Au début des années 50, il va écrire 3 films qui ont des préoccupations très très proches et qui sont 3 films qui se ressemblent. Il y a Au pays de la peur, The Wild North, qui sera réalisé par Andrew Marton avec Stewart Granger, Rivière sans retour d'Otto Preminger et Le Jardin du Diable d'Hathaway. Il y a dans la mise en scène d'Hathaway homme qui aimait très peu faire bouger la caméra, qui essayait de travailler, mais sans donner au plan cette composition très plastique que recherchait Ford. Mais c'est quelqu'un qui, comme Ford, essayait de capitaliser sur un rapport entre 2 plans fixes. Il disait d'ailleurs que le metteur en scène qu'il avait le plus influencé, c'était von Sternberg. Il avait été l'assistant de Sternberg et Fleming, et il disait c'est les 2 metteurs en scène auprès de qui j'ai tout appris, Sternberg et Fleming. Et dans Le Jardin du Diable, dont le découpage est très très remarquable. Le travail sur l'espace dans le film, la manière dont Hathaway fait alterner des scènes à la fois paisibles, où peu à peu la tension, qui vont être peu à peu investies par une sorte de tension sourde, qui a l'air de sortir du paysage, qui a l'air de sortir des rochers, des arbres, de tout ce qui entoure les personnages, est très remarquable et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, est plus proche dans son dépouillement de Lang que du lyrisme de Ford ou du côté élégiaque de Daves. Il y a un côté nu, dépouillé dans la mise en scène d'Hathaway que je trouve très moderne et qui va donner une force rare aux 2 westerns qu'il fera. Le film a une forme, traite d'un thème simple, l'appât de l'or, l'appât du gain, qui va réunir un certain nombre de personnages qui viennent aider une femme qui part à la recherche pour sauver son mari, mais qui va... mais derrière ce sauvetage, il y a ce qu'il y a dans la mine, c'est-à-dire l'or, et ce voyage va être marqué par divers dangers, dont le plus dangereux est constitué par les Indiens. Donc c'est un voyage aller-retour, et Fenton et Hathaway mettent en scène un groupe d'aventuriers qui obéissent un peu aux lois du genre. Gary Cooper, qui est un personnage un peu désillusionné, qui ressemble, et l'écriture du personnage ressemble un peu au James Stewart de l'APA. Widmark, joueur flamboyant, le tricheur, pour qui
le hasard est aussi important que la vie et qui cherche à manipuler toujours ce hasard. Et puis Cameron Mitchell et les autres acolytes qui vont accompagner sous le regard de Susan Hayward. Et déjà, la première originalité du film, personnage de cette femme qui n'est ni une femme fatale, ni une vampe, ni simplement l'épouse conventionnelle. C'est une première amorce de ces personnages de femmes un peu riches qu'on verra apparaître dans des films des années 60-70. Détail intéressant, la manière dont sont traités les Mexicains. Et là, on peut dire, par exemple, que Hathaway, qui, je crois, n'était pas un foudre progressiste, je pense qu'il faisait partie des metteurs en scène sans doute républicains de l'époque, mais que là, Hathaway ne tombe dans aucun des clichés qui, pour moi, entachent un peu certains films des années 50, et notamment Rio Bravo. Je pense que dans les personnages des Mexicains rigolards, un peu lâches, qui parlent beaucoup et qui ont des femmes grassouillettes, c'est quelque chose qui m'embête chez Hawks. Ça m'embête. Là, rien de tout cela. Les Mexicains sont filmés avec une forme de respect, de dignité, qui évoque davantage un film comme L'Aventurier du Rio Grande que les films, que d'autres films contemporains, où les minorités étaient toujours un peu traitées avec une dérision amusée, mais une dérision quand même. Il n'y a rien de cela dans Le Jardin du Diable. Hathaway, qui était quelqu'un qui aimait bien contenir les acteurs, qui aimait bien les gens qui sous-jouaient, il adorait gommer. Et l'un de ses premiers choix de metteur en scène consiste d'ailleurs, et c'est une idée brillantissime, dans Les Trois du Bengale, à débarquer Henry Wilkinson et à le faire remplacer par Frank Houghton, ce qui prouve que, je rappelle qu'il y a de vraies idées de choix d'acteurs et de manière de diriger les comédiens chez Hathaway. Là, ça se sent tout le temps dans la manière dont est filmée Susan Hayward quand on voit d'autres films de l'époque. L'autre trait qui est une des grandes marques de Hathaway, c'est le traitement de la violence. La violence chez Hathaway est extrêmement forte, voire, on l'a dit, parfois sadique. Quand les gens ne meurent pas d'une flèche, mais de 2, 3, ils se relèvent en hurlant, en criant, et ils reçoivent encore une autre flèche. Cameron Mitchell se fait projeter dans le feu, a le dos brûlé. Les moments de violence chez Hathaway laissent des marques, laissent des traces. Ce n'est pas une violence sans conséquence. Et le traitement est toujours à la fois inattendu, très très rapide, très violent, très compact. Il y a une dureté d'approche, dureté qui devait refléter une partie de son caractère. Tous les gens qui ont travaillé avec lui disent que c'était cet homme qui était d'une politesse, d'une éducation tout à fait formidable dès qu'il avait fini de travailler. C'était un grand seigneur, très éduqué, très intelligent. Sur le plateau, était d'une brutalité, d'une violence, hurlant. Et un certain nombre d'acteurs et d'actrices ne voulaient plus travailler avec lui tellement il était violent.
Troisième originalité forte du Jardin du Diable, c'est ce côté conte moral. On peut dire allégorie morale. Le film se termine par une phrase, quand je l'avais vu en VF, lors de sa sortie au Cinévox Saint-Lazare, une phrase que j'avais jamais oubliée. Si le monde n'était fait que d'or, les hommes se battraient pour une poignée de poussière. Là, je n'ai jamais oublié la phrase de conclusion de ce film. Le Jardin du Diable est un film d'ailleurs qui est passionnant à revoir maintenant, au moment où le cinéma est pratiqué par d'abord des metteurs en scène qui semblent avoir l'appris en voyant des films à la télé, qui souvent, sous l'influence aussi du vidéoclip, surdécoupent, aussi, comment dire, surdéveloppent les péripéties. Une bataille, une poursuite qui est traitée là par Hathaway en 10 plans deviendrait maintenant une séquence de 4-5 minutes avec plein de cascades et d'effets spéciaux, une survalorisation des effets spéciaux. Et donc il est assez passionnant de voir l'économie dramatique d'un film comme ça. L'économie dramatique de la mise en scène. Quand on parlait de l'aspect conte moral, évidemment, j'y inclus, moi, la fin, toute la série de choix que font les personnages lors des dernières séquences, la célèbre partie de cartes entre Widmark, là encore tout à fait exemplaire, hein, là, qui est royal dans ce film, et Cooper, la manière dont Widmark manipule son propre destin, là, je trouve que c'est assez typique de certaines scènes qu'on trouve dans le Carrefour de la mort, dans Kiss of Death, qu'on trouve dans Johnny Apollo, qu'on trouve dans plusieurs films d'Hathaway. Ce rapport avec le sacrifice, ce rapport avec un destin que l'on choisit, cette manière aussi, cette réhabilitation morale que recherchent les personnages. L'un des thèmes idéologiques les plus importants du cinéma américain, c'est l'opposition entre civilisation et nature, et en donnant à cette dernière une valeur rédemptrice, le paradis terrestre, on peut dire que le scénario de Fenton et le film d'Hathaway contredisent là dans cette assertion. La nature dans ce film est périlleuse, la nature est source de danger, la nature tue, la nature, et les Indiens font partie de la nature, des dangers de la nature, sont... on peut peut-être y trouver une rédemption morale, mais on n'y trouve pas de salut physique, et cette nature, même si on peut peut-être sauver son âme, est tout sauf le paradis perdu. Cette mine, peut-être parce que cette nature est déjà investie par la présence de l'or, et que cet or est déjà en train de pervertir la notion de nature, peut-être que c'est cela, mais cette nature n'est en aucun cas une nature où l'on pense que les personnages pourraient se réfugier et refaire leur vie. Leur seul recours est justement le retour à la civilisation, symbolisé par cette crevasse, par ce gouffre, par ces rochers et cet abîme. Là, il y a une pureté un dépouillement dans le Jardin du Diable, et en même temps une force dramatique qui fait de ce film l'un des 10-15 westerns majeurs de la décennie.